reconnaît Assa Gouaï facile et sémillante, c'est une verve qui lui a valu quelques tourments récemment. Il s'en est à peine sorti, ou du moins provisoirement, qu'on le voit déjà encarté au bloc républicain. Lui, l'opposant radical qu'on a connu il y a peu, Fred Ouenou, bonjour. Bonjour, monsieur François-Xavier. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'entretien de Dimension politique. C'est moi qui suis honoré de votre invitation et bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Voilà, nous allons commencer par parler de vous d'abord, quelques minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul de l'expérience de la prison, cela vous aura rendu un peu plus lucide sur les enjeux du moment? La lucidité retrouvée, ce n'est pas l'expérience de la prison. Si vous voulez, c'est l'état dans lequel se trouve mon pays, confronté à une situation internationale qui nous affecte énormément. Et ensuite, si lucidité retrouvée il y a, c'est certainement dû à ce que j'appellerais la crédibilité du bloc républicain ou des hauts dirigeants du bloc républicain. Vous savez, la lucidité que nos compatriotes ou moi-même nous sommes amenés à retrouver face aux efforts que déploie le chef de l'État et les partis qui le soutiennent, notamment le bloc républicain, réside dans la crédibilité qu'ont les dirigeants de ces partis à aborder nos concitoyens tout en ne faisant pas semblant d'ignorer les interrogations et les doutes qui agitent notre société. La crédibilité, c'est le résultat d'une attitude. Écouter sans juger, dire toujours la vérité, s'efforcer d'être près du peuple sans être populiste. C'est comme ça que, en tout cas en ce qui me concerne, les dirigeants du bloc républicain, pour ceux avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter, ont restauré devant moi la gouvernance de notre pays et les efforts qu'ils fournissent au quotidien aux côtés du chef de l'État. Oui, donc il y a une certaine lucidité. Mais elle ne vient pas du fait de mon expérience à la prison. Alors, vous êtes donc membre du bloc républicain. Qu'est-ce qui peut justifier ce grand écart? On vous a connu, je le disais en introduction, on vous a connu un peu opposant radical. Avant, vous étiez avec, vous souteniez l'action du chef de l'État. Entre-temps, vous êtes passé de l'autre côté. Aujourd'hui, on vous retrouve au bloc républicain. Qu'est-ce qui a manifestement changé? Est-ce qu'aujourd'hui, Patrice Talon a retrouvé des faveurs à vos yeux? Expliquez-nous. Écoutez, moi, comme vous le dites, j'ai fait la malheureuse expérience, mais pas si douloureuse que ça, de la prison. J'ai fait la prison pendant 14 mois, d'autres ont connu pire, je pourrais dire. Mais quand je sors, je vois des réflexes sombres qui caractérisent les nations bloquées d'être au sein de nos compatriotes. La peur du lendemain et le repli sur soi. La peur du lendemain parce que, entre-temps, nous sommes rentrés dans un monde complètement désorganisé où notre pays, à l'instar de tous les pays africains, ne pèse pas davantage. Aujourd'hui, au moins pour ce qui concerne l'Afrique au sud du Sahara, dans la région du Golfe de Guinée et autres, nous sommes confrontés à un phénomène extraordinaire, le terrorisme international, qui a déclaré la guerre à l'humanité tout entière et qui sévit impitoyablement à nos frontières et aux frontières des pays qui nous sont si proches. Dans un contexte pareil, beaucoup de questions se posent, notamment sur le sentiment d'appartenance des populations qui sont les plus vulnérables à une nation. Ensuite, nous sommes dans un monde où la mondialisation affecte considérablement les économies des pays les plus fragiles comme les nôtres. Vous savez, la mondialisation, ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix de gouvernance, ce n'est pas un choix de notre gouvernement, ce n'est pas un choix politique, c'est un fait, c'est une réalité. C'est le déplacement sans cesse des barycentres économiques. Et dans ce contexte, les pays qui sont des petits pays comme les nôtres sont vulnérables
Et c'est pratiquement leur avenir économique et social qui est remis en question. Dans un contexte pareil, c'est normal qu'il y ait la peur du lendemain. Chacun des Béninois s'inquiète pour leur avenir et pour l'avenir de leurs enfants. Quand vous sortez de prison et que vous voyez ces réflexes naître, qui sont des réflexes sombres, au sein de votre population, vous avez un choix. Soit vous décidez d'instrumentaliser la colère légitime de nos compatriotes parce que la peur fait naître la colère. Ou soit vous décidez de vous battre aux côtés de ces hommes et femmes qui proposent une espérance lucide et crédible à notre peuple. J'ai trouvé de la crédibilité et de la lucidité dans ce qui se fait au niveau du bloc républicain. Et à partir de cet instant, j'ai pensé que mon rôle, ce n'était pas d'instrumentaliser l'angoisse de nos compatriotes contre le pouvoir en place, mais c'est plutôt d'aider ces hommes et ces femmes du pouvoir à proposer à notre pays un avenir plus crédible, plus courageux et plus lucide. Vous savez, nous sommes dans un monde désorganisé. Notre époque est particulière, en ce sens que cette période est marquée par la fin d'un monde et le début d'un autre. Un ancien monde qui a du mal à mourir et un monde nouveau qui a du mal à naître. Dans cette situation, nous avons tous le choix, soit attendre et subir, ou soit orienter les vents vers les directions que nous voulons. Attendre et subir, c'est laisser les autres peuples, les autres nations, les autres civilisations écrire notre histoire. Oui. Ou soit nous engager et nous-mêmes à écrire notre histoire, l'histoire du Bénin et l'histoire des enfants du Bénin. D'accord. Donc sans vouloir vous arrêter, donc si je lis entre les lignes, c'est que plus rien ne vous oppose aujourd'hui à Patrice Talon. Parce qu'on parle du bloc républicain, évidemment, mais c'est la mouvance présidentielle. Parce que les dernières images qui nous viennent en tête, ce sont des invectives envers le président de la République. Je ne voudrais pas épiloguer sur le passé, mais il n'y a jamais eu d'invectives envers le président de la République. Il y a eu qu'on avait des divergences d'appréciation sur, comment on appelle, sur la connaissance ou la clairvoyance que chacun de nous devait avoir de notre réforme constitutionnelle. C'était la question sur la prolongation du mandat, du premier mandat du président de 45 jours qui nous avait opposé. Mais aujourd'hui, le contexte a évolué. Parce que nous ne sommes plus dans le cadre de ce premier mandat. Les élections ont eu lieu. Il est réélu président de la République. La question de sa légitimité ne se pose pas. La communauté internationale reconnaît cette légitimité. Nous sommes fréquentés. Nous participons à toutes les institutions régionales, sous-régionales et nationales. Nous avons notre mot à dire. Aujourd'hui, les ennemis que nous avons sont des ennemis externes. Et face à ces ennemis, nous devons être ensemble. C'est le terrorisme qui détruit absolument tout en Afrique, vous voyez. Suivez mon regard. Oui. Et c'est la mondialisation qui fragilise notre économie. C'est la mondialisation qui amplifie nos handicaps. Voyez-vous, dans ce contexte où nous sommes aujourd'hui à l'aide du basculement de notre planète vers le leadership chinois, à l'aide du numérique et de l'Internet, qui bouleverse considérablement notre rapport à la santé, au travail, à la sécurité, à la culture, même à la religion, pour le meilleur et pour le pire. Notre continent, l'Afrique, n'a jamais à aucun moment semblé avoir la maîtrise des événements. Ce qui met environ 1/5 de la population, plus d'1,3 milliard de personnes dans le décor. Notre pays ne fait pas exception à cette angoisse, je dirais, continentale, parce que notre pays est au cœur aussi de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Nos populations souffrent, nous sommes inquiets pour l'avenir aussi. Dans ce contexte, quelle est la responsabilité ou quelle devrait être la responsabilité de chaque acteur politique? Se rassembler.
se rassembler pour que notre nation puisse réaliser de grands projets nationaux qui nous permettent d'endiguer ces forces exogènes qui veulent nous détruire. Dans ce contexte, d'autres ont décidé de ne rien voir, de ne rien entendre et de ne rien dire. Oui. Mais je vois le bloc républicain, certainement sous l'impulsion du président de la République et du secrétaire général du bloc républicain, le ministre d'État Blaise Biotane, qui ont décidé de rassembler les Béninois pour moderniser notre pays. Le slogan du BR dit quoi? Plus unis, plus forts pour construire le Bénin. D'accord. J'y vois. Oui, en parlant du BR justement, j'ai envie de vous demander pourquoi le BR et pas un autre parti de la mouvance présidentielle? Comment s'est fait cette bascule? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, pourquoi le BR. Je vois dans cette déclaration, plus unis, plus forts pour construire le Bénin, une conception élevée de la République qui veut défendre l'intérêt général et l'unité nationale. Je voudrais vous dire à vous et à tous nos compatriotes que cette conception de la République n'est pas démodée. Elle n'est à rien démodée quand on voit l'incivisme et la violence qui caractérisent nos joutes électorales, quand on voit le populisme et la démagogie de certaines formations politiques dans notre pays. Il y a comme une demande d'ordre, une demande d'unité autour d'un destin commun chez les Béninois. Il y a aussi une quête de liberté et une quête d'égalité. Ouais. Comment on concilie tout ça? Le destin commun, c'est la fraternité. La liberté, c'est véritablement le travail, puisque seul le travail assure l'indépendance et permet à chacun d'avoir sa dignité et d'être utile à sa famille, à sa communauté et à sa nation. L'égalité, c'est la justice, c'est l'égalité des chances pour tous. Elle ne consiste pas à donner les mêmes choses à tout le monde, mais c'est-à-dire à faire un équilibre des droits et des devoirs. Donc, je vois cela au niveau du bloc républicain. Mais je vois aussi une certaine idée de la politique qui est faite de courage et de lucidité. Le bloc républicain croit en la vertu de la vérité. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans une crise internationale de longue durée, c'est-à-dire sans effort, sans initiative courageuse et sans sacrifice, nous risquons de dériver, entraîner, nous effacer, entraînés par d'autres civilisations, justement celles qui sont aujourd'hui au devant de la scène. La seule possibilité de nous en sortir, c'est que nous mettions en œuvre une thérapie de choc qui nous permette de répondre aux mutations structurelles qui caractérisent les nouveaux rapports de force dans le monde. On ne le fait pas, on ne gagnera pas cette bataille par des postures. C'est-à-dire, ce n'est pas en déclarant « je suis démocrate » ou « je soutiens le chef de l'État » qu'on gagne cette bataille. On gagne cette bataille par des idées, parce que ce sont des idées qui guident les victoires et les actions. Et le Bloc républicain est un parti politique qui proclame les valeurs. J'y ai vu les valeurs de l'autorité de l'État, la liberté économique, de l'égalité des chances, mais j'y vois aussi les valeurs de travail, d'effort, de mérite, de courage, des valeurs de lucidité, de vérité. Je vois l'école, la famille et la culture. Oui. Vous savez, dans ces conditions, quand on proclame ces valeurs, c'est pour rassembler. C'est pour se mettre ensemble, pour être plus fort. Non seulement pour comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui, et quelle est la responsabilité qui est la nôtre en tant que peuple, en tant que nation, mais aussi dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, donner à chacun d'entre nous, individuellement pris, les armes nécessaires pour affronter le monde d'aujourd'hui, qui semble nous distiller une sorte de poison de l'égoïsme. Voilà comment est-ce que le Bloc républicain entend relever notre société, et je me reconnais pleinement à travers cette dynamique. Voilà, donc ce n'est nullement un choix opportuniste comme certains contempteurs de vos amis d'hier, ceux de l'opposition tendent à le clamer. Je n'ai jamais été un membre de l'opposition, parce que considérer tous ceux qui disent à un moment donné autre chose que le pouvoir, ou tous ceux qui ont des voix dissonantes, c'est sous-estimer les interrogations de notre peuple.
Vous savez, notre peuple s'interroge et elle s'interroge surtout par rapport à la lucidité de nos dirigeants. Il peut arriver que nous ayons des divergences, mais cela ne fait pas de nous des opposants. Parce que chaque citoyen peut avoir une opinion donnée jusqu'à ce qu'on lui prouve qu'il s'est trompé dans ses analyses. Vous voyez, pour être membre de l'opposition, il faut être, oui, une déclaration, être membre d'un parti politique, prendre la carte du parti, de membre du parti politique et vivre et travailler selon les valeurs de ces partis politiques. Donc, le combat de l'opposition béninoise n'a jamais été le mien. Il se peut que par le passé, nous ayons eu les mêmes opinions ou des opinions qui se ressemblaient. On a tout fait de dire telle est de l'opposition, mais ce n'est pas comme ça qu'on est de l'opposition, encore moins de la mouvance. Ce n'est pas parce que vous dites je suis d'accord avec ce qui se fait que vous êtes de la mouvance. Pour être de la mouvance, il faut faire une déclaration d'adhésion à un parti politique de la mouvance. Il faut en accepter les valeurs et les idées. Et moi, je me reconnais pleinement aujourd'hui dans les valeurs, dans les idées et dans le combat républicain. Vous avez plutôt été bien accueilli au sein du bloc républicain. Si on s'en tient à cette déclaration d'adhésion, alors quelle sera la plus-value de Fred Ouénou pour le bloc républicain? Écoutez, j'adhère au bloc républicain à un moment donné, à un moment où nous sommes aux avant-postes d'une élection législative très importante, qui sera déterminante pour les lignes de force béninoises dans la prochaine décennie, pour les 10 prochaines années à venir. Je pense que c'est une situation qui nous oblige à nous mettre au service de l'intérêt commun. Elle nous oblige à plus de dévouement pour que nous devenions militants parmi les militants et faire gagner le bloc républicain. C'est très important parce que j'ai comme l'impression qu'il faudrait au président de la République une majorité qui lui ressemble. Parce que quand je vois la gouvernance du chef de l'État, sa gouvernance quotidienne, je ne vois pas de différence entre ce qu'il fait à la tête de notre pays et les valeurs que proclame le bloc républicain. Donc je pense une majorité qui lui ressemble, ça voudrait dire que la majorité, l'actuelle majorité ne fait pas le job, pour ainsi dire. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, nous avons une majorité et une minorité. Minorité, oui. Deux faces différentes du chef de l'État. Alors moi, je pense que le BR ressemble plus à ce que le chef de l'État fait. Le chef de l'État est dans une gouvernance de modernisation, nous propose des alternatives pour moderniser notre pays et nous faire asseoir à la table des grands. Et à partir de cet instant, je crois que les amis du bloc républicain se retrouvent entièrement dans cette vision qu'il est en train d'essayer de partager avec nos compatriotes. Alors, mon avis, c'est que les élections législatives vont récompenser la vision la plus solide. Et il n'y a pas de doute dans ma tête et dans mon esprit que la vision que les circonstances actuelles du monde et de notre pays exigent, c'est la vision du bloc républicain qui parle de rassembler pour moderniser notre pays. Donc la vague, les démissions successives au sein de ce parti n'ont pas émoustillé votre engagement? Non, écoutez, je pense qu'à la veille de chaque scrutin, malheureusement, dans notre pays, dans nos formations politiques, il y a toujours des jeux de chaises musicales. Parce que chacun se préoccupe un peu de la position qui sera la sienne, où chacun se voit un peu mis en difficulté par certaines réalités de terrain, par les valeurs qui sont proclamées. J'ai le sentiment, quand je vois les démissions ça et là, que ces démissions sont circonscrites. Je crois qu'il y a dans le passé certains responsables du bloc républicain qui ont eu des difficultés, peut-être avec la mise en application des thèses du parti, qui sont retrouvés dehors. Et comme vous savez, les grands ensembles, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, les grands ensembles ont été mis en place par le système de baronnie, c'est-à-dire que c'est des barons qui invitent leurs membres à adhérer. Une fois que le baron est parti, progressivement, vous voyez les autres qui sont en train de partir. Parce que la réforme date d'il y a à peine 4 ans ou 5 ans, donc c'est encore le balbutiement, mais bientôt, après les élections législatives, je crois que le groupe deviendra plus homogène, le groupe va beaucoup plus se fédérer. J'ai
aussi le sentiment Donc que... pour vous, ce n'est qu'une crise de croissance. Bien sûr, c'est normal, c'est normal parce qu'il y a... Quand on a accepté les idées et les valeurs du parti, je nous vois difficilement aller rapidement de l'autre côté où ce sont des idées et des valeurs contraires. Ça voudrait dire que à l'intérieur du bloc républicain, comme dans d'autres partis, il y a encore des gens qui ne fonctionnent pas avec les valeurs et les idées, qui ne défendent pas les valeurs et les idées, mais qui défendent peut-être leur proximité avec le pouvoir ou la possibilité qu'ils puissent profiter du pouvoir pour avoir des positions. Alors, lorsque ces positions sont menacées, c'est normal de les voir à côté. Sinon, qu'est-ce qu'on défend au sein du bloc républicain et qu'est-ce qu'on défend là-bas? Oui. C'est, disons, des facettes assez différentes, même si nous soutenons le chef de l'État. C'est deux visions diamétralement opposées du monde. D'abord de la politique. Je voudrais rappeler que la politique, c'est avoir une certaine idée de la société, une certaine idée de l'homme. L'idée que le BR se fait du Bénin et l'idée que le BR se fait des Béninois en ce 21e siècle est complètement différent de l'idée que les autres se font. Oui, les autres, c'est qui? Vous voulez parler de l'UP, le renouveau? Oui, oui. L'autre face de... Forcément. Non, il ne faut pas considérer ça comme des frères siamois. Ouais. Dans une famille, un papa peut avoir plusieurs enfants, mais au finish, chacun des enfants défend quelque chose. Oui, même les jumeaux ont leurs différences. Et on a l'impression que tout le monde se projette à l'UP le renouveau. Est-ce une illusion d'optique ou ça traduit réellement une certaine fragilité au niveau de votre parti? Non, je crois que ce n'est pas de la fragilité, ce n'est pas le mot exact. Ce qui se passe, d'après mon analyse, c'est que le BR est en avance sur son temps. Le BR invite ses adhérents à travailler pour une idéologie. Donc c'est ceux qui partent qui ne comprennent pas en fait. Parce que si c'est bien compris, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, les orages que nous traversons, les tempêtes qui tombent sur nous, on comprendra que le BR est le seul parti aujourd'hui de l'échiquier politique national qui propose des valeurs et des idées fortes qui nous permettront de sortir et de donner la grandeur que notre pays mérite, de lui redonner sa grandeur qu'elle a eue dans le passé. Je crois qu'à partir de cet instant, quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir, on ne va pas de l'autre côté. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous ne décidez pas du jour au lendemain de cesser de devenir homme et de cesser d'être homme pour devenir femme. D'accord? Si vous en arrivez à cette situation, quoique le monde ait besoin aussi de femmes et que le monde ait besoin d'hommes, si vous en arrivez à cette situation, c'est que vous avez une véritable crise d'identité. Alors, je pense que ceux qui partent, c'est avant tout qu'ils ont une crise d'identité. Il ne faut pas avoir une crise d'identité quand on s'engage en politique, parce qu'en politique, on défend une valeur, on défend des idées, on défend des convictions, on défend des conceptions, et l'électorat qui vous suit par rapport à cela. Voyez-vous chaque jour les adhésions que le Bloc républicain enregistre, tant de ceux qui adhèrent sur Internet, de ceux qui adhèrent aussi à travers les organisations, les adhésions individuelles. Il y a beaucoup de personnes qui adhèrent parce qu'un travail est en train d'être fait à l'abri des caméras et des micros, parce que sinon il n'y aurait aucune authenticité à ce que nous disons avec nos concitoyens. Et ce travail, les compatriotes le comprennent. Ceux qui pensent que le BR enfante les valeurs qui sont indispensables pour le Bénin d'aujourd'hui et de demain, ceux-là, ils rejoignent le Bloc républicain et ils sont en train de travailler à leur niveau. Vous savez, les élections législatives vont récompenser par ailleurs le parti le plus décidé à aller chercher la victoire. Le Bloc républicain est très décidé et est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour aller chercher cette victoire. Les dépôts de dossiers sont d'ailleurs clôturés parce que le BA a commencé les préparatifs de ces élections législatives depuis janvier 2022. Des groupes internes de travail ont été mis sur pied, d'autres ont rendu leur rapport, d'autres sont encore en train de travailler. Mais si le bureau politique a demandé que les dossiers soient déposés plus tôt, c'est parce qu'on ne veut laisser personne sur le bord du trottoir.
Et on veut que tout le monde compétisse. Vous savez, le BR repose sur une des valeurs fortes, qui est l'effort et le mérite. Oui. Donc, c'est-à-dire que les dossiers seront sélectionnés, positionnés en tenant compte de l'effort et du mérite de chacun. Oui. Et à partir de cet instant, le travail sera fait. Ma question, est-ce que votre dossier y est? Écoutez, je suis venu avec une vision claire. Je veux me mettre au service du collectif pour faire gagner le collectif. Bon, ça, c'est un peu de langue de bois. Est-ce que le dossier y est? Non, je pense que vous aurez le temps de le découvrir. Mais en ce qui me concerne, parce que vous dites que j'ai déposé mon dossier, c'est Oui. vous laisser... C'est légitime. Non, oui, c'est légitime. Ouais. Mais je suis venu à un moment donné où il y a un travail qui se faisait et j'ai envie d'accompagner ce travail. Il ne faudrait pas que mon arrivée donne le sentiment à certains que c'est juste dans le cadre de positionnement pour les élections législatives, alors que je suis venu pour que nous menions le combat du redressement national. Vous savez, le redressement national ne s'improvise pas. On ne peut le faire sans une rénovation intellectuelle et sans une transformation radicale de nos logiciels politiques. Et à partir de cet instant, comme je l'ai dit, on ne gagne pas cette bataille avec des postures, on la gagne avec des idées et des valeurs fortes. Et je veux porter des idées et des valeurs fortes devant nos contribuables, devant nos compatriotes. Voilà. Mais en termes de stratégie, oui, là, vous parliez de la clôture de cette liste. Donc, on va attendre que le dépouillement soit... va commencer. Le travail sera fait de façon sereine. Et en tenant compte des mérites de chacun, les positionnements seront faits. Le projet du parti pour les élections existe déjà, les stratégies sont définies, les stratégies d'occupation du terrain, on attend les listes pour disons, lancer la levée de masse pour le parti. Donc, on peut dire, pour clôturer sur cette séquence, que le Bloc républicain est véritablement en ordre de bataille pour la législative. Nous sommes prêts à donner au Bénin et à Patrice Talon la majorité qu'il lui faut pour conduire les réformes nécessaires dans ce 21e siècle. Donc vous ne nous direz pas si vous êtes, je reviens là-dessus, si vous êtes sur la ligne de départ ou pas? Que je sois candidat ou pas, ce qui est sûr, je serai aux avant-postes de cette élection avec le Bloc républicain, avec mon parti politique. Je défendrai les idées, les valeurs et le bilan, bien entendu, du président de la République, qui est le premier des militants du Bloc républicain. Ah oui, donc c'est... Mais de par sa pratique et de par sa gouvernance, c'est le premier des militants du Bloc républicain. Voilà, en parlant de Patrice Talon, il y a une décision en cours qui devrait être soumise à l'Assemblée nationale. C'est le projet visant à restreindre quelque peu le droit de grève dans les secteurs du transport maritime, aérien et celui des hydrocarbures. Si on s'en tient au relevé du Conseil des ministres, cette situation de tension sur les fronts que nous connaissons oblige à ce que ces différents secteurs soient disponibles à tout moment. Comme je vous l'ai dit, pour être l'homme de la situation, il faut être l'homme de son époque. Et Patrice Talon est l'homme de la situation, c'est l'homme de son époque. Vous savez, en situation de crise, la lucidité, le sang-froid et le pragmatisme sont des valeurs qui comptent. La situation internationale avec le terrorisme et la mondialisation oblige notre pays à plus de lucidité, à plus d'engagement, à plus de discipline budgétaire. Dans un contexte pareil, on a besoin à la tête du Bénin d'un caractère et d'une expérience. Si nous laissons, puisque le contexte international ne nous épargne pas. La première situation qui remet en cause notre liberté à nous tous, c'est d'abord le terrorisme, qui remet notre liberté, parce que c'est une lutte déclarée à la liberté tout entière. Et quand nous sommes dans cette situation oppressante de mondialisation où nos économies sont encore fragiles, est-ce qu'on peut encore se permettre que des petits pays comme nous connaissent des mouvements d'humeur à l'aéroport pour bloquer les échanges internationaux et commerciaux qui sont censés nous faire entrer des devises dont nous avons absolument besoin, pour construire des écoles, pour créer des synergies d'entreprise, pour rééquilibrer nos budgets, pour élever le pouvoir d'achat, pour réorganiser le travail, amoindrir le coût du travail dans notre pays alors que nous sommes
en train de faire face à un chômage extrême dans notre pays, alors que les classes moyennes, cette conjoncture internationale paupérise davantage nos classes moyennes et que, en définitive, on se rend compte que ce sont nos handicaps économiques qui sont davantage augmentés. Donc pour vous, c'est justifié. Accepter cela. C'est-à-dire que nous n'avons pas le choix lorsque nous-mêmes, nous n'avons pas pris conscience en tant que concitoyens, en tant que citoyens béninois, des réalités du monde et des réalités dans lesquelles notre pays essaie de s'en sortir. Est-ce que nous avons finalement le choix? Est-ce que nous laissons le choix à nos dirigeants de nous ramener à la raison en prenant des mesures qui puissent agir sur nos libertés? Parce que les dirigeants ont une responsabilité. C'est la responsabilité de faire traverser notre pays cette tempête-là qui tombe sur nous, que nous n'avons pas cherché. Vous savez, aujourd'hui avec la mondialisation, c'est en une décennie, c'est environ le triplement des échanges économiques dans le monde. C'est-à-dire les échanges économiques dans le monde ont triplé et le déplacement des barycentres économiques varie de jour en jour. Dans ce contexte, est-ce qu'on peut s'amuser avec des secteurs comme les hydrocarbures, comme l'aéroport, comme le transport aérien, comme le transport maritime? Est-ce qu'on peut s'amuser avec ça? Oui, j'en conviens, mais d'aucuns y ont vu une réponse déguisée du gouvernement au récent mouvement de débrayage, au mouvement d'humeur. C'est selon survenu à la SECNA. Vous savez, diriger le Bénin aujourd'hui, c'est être sans cesse sur un front périlleux. Le monde est en difficulté. Nous sommes en difficulté. Soit on le nie et nous tombons tous dans le panneau, nous sommes déclassés, effacés de la carte du monde, entraînés par les autres, comme cela se sent déjà au niveau de notre culture. Vous voyez, la jeune génération, elle est focalisée sur des réalités qui ne sont pas les nôtres et ce sont ces réalités qui l'émancipent et qui lui font vivre. Alors, si sur le plan économique nous arrivons à cela, si sur le plan social, sur le plan politique, ce sont les autres qui ont pion sur rue, qui nous conduisent, nous sommes dans le décor en tant que nation et en tant que peuple. Il ne s'agit pas d'une réponse à apporter à des communautés. Vous savez, la République ne reconnaît aucune communauté, sinon une seule, la communauté nationale. C'est pourquoi la République ne défend que l'intérêt général. Il s'agit de l'intérêt général. Est-ce qu'il faut tenir compte de l'intérêt, des intérêts particuliers, sectoriels, de quelques-uns et mettre tout un pays dans le décor? Ce n'est pas une réponse qu'on apporte, en fait, à une petite communauté qui agit, mais c'est des réponses qui nous montrent à l'exercice du pouvoir, à l'épreuve des difficultés qui jaillissent sur nous de toutes parts, qu'il faut prendre des mesures pour être plus efficace. Il s'agit de l'efficacité pour que notre nation puisse exister. Pour que notre nation, nous ne pourrons pas continuer, nous ne pouvons pas construire le Bénin de demain avec les idées du passé. On ne peut pas continuer de chercher à mettre en œuvre des orientations que nous avons imaginées il y a 30 ans. Des orientations qui ont été mal comprises et qui sont mal exprimées. Vous savez, oui, le droit de grève existe, comme chaque Béninois a un droit. Mais que fait-on des devoirs? Si chacun de nous revendique ses droits, quel est le rôle de l'État? N'est-il pas de nous rappeler les devoirs de chacun? Si, en tant qu'agent portuaire, je sens que c'est mon droit d'aller en grève, si je ne suis pas d'accord, quel est mon devoir vis-à-vis de mes voisins, de mes concitoyens, de mon peuple? Est-ce que mon droit de grève, à moi, pour avoir satisfaction, m'oblige à faire perdre à mes concitoyens qui doivent voyager, à qui je dois rendre un service de par ma présence et qui doivent aller à l'extérieur, peut-être qui pour se faire soigner, peut-être qui pour des affaires, qui vont créer des débouchés dans notre pays? Est-ce que je fais perdre à ceux-là et à l'État en général? Est-ce que je fais perdre des opportunités? Donc un peu moins de liberté pour plus de développement? Non, je ne dis pas un peu plus de responsabilité. Parce que la démocratie, ce n'est pas le régime tel qu'on l'entend des libertés. Ou du moins, ce n'est pas le régime de l'oclocratie. Parce que lorsque la liberté n'est pas contrôlée, ça devient de la folie. De l'anarchie. De l'anarchie. Alors, donc la démocratie, c'est le seul régime qui fait confiance à la responsabilité et à la conscience du citoyen. On fait confiance à la conscience et à la responsabilité du citoyen. Alors,
où est la conscience? Où est la responsabilité de chacun d'entre nous, de chaque citoyen béninois, dans le contexte qui est le nôtre? Nous sommes dans les orages. Nous affrontons des tempêtes que nous n'avons pas cherchées. Des tempêtes qui nous assaillent parce que nous sommes un petit pays. Parce que nous ne pesons pas militairement dans le monde. Nous ne pesons pas économiquement. Vous savez, nous sommes environ 12 millions de Béninois dans un monde de 7 milliards. Alors, au lieu de se laisser chacun aller à dire tout le temps « et moi, et moi, et moi », et si nous apprenons un peu à dire « et nous, et nous, et nous », notre pays ne grandira-t-il pas? N'allons pas donner à notre pays la grandeur qui est le sien et qui s'exprime à travers notre devise, parce que quand on proclame sur le fronton de nos épiceries publiques fraternité, justice, travail, c'est un destin de grandeur que l'on veut partager avec le monde. Comment on arrive à ça? J'ai dit on n'y arrivera jamais par des postures. Ce n'est pas en déclarant je suis démocrate, je veux des droits, mais c'est à travers des idées et des valeurs qu'on met en œuvre. C'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. J'ai envie de, sur ce sujet, sur cette conception du devoir et des droits et des devoirs de chacun, de cette notion de responsabilité, j'ai envie de vous demander, vous qui avez travaillé avec l'ancien régime également de Yahya Boni, est-ce que ce que vous décrivez là, ce n'est pas quelque peu la dictature du développement chère à Yahya Boni, mais avec les actes cette fois? Non, écoutez, le développement est impérieux. Ce n'est pas un choix. La diffusion des connaissances, le déplacement des barycentres économiques dans le monde, la capacité de faire face au flux de l'extérieur, de gérer les crises qui secouent le monde et qui ont des répercussions sur nous. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est devenu un village interplanétaire. Nous n'avons pas le choix que de nous développer. Et pour se développer, il y a des attitudes, il y a des comportements à avoir. Ce n'est pas par des mots qu'on se développe, ce n'est pas des attitudes et ce n'est pas des comportements. Alors, dans un contexte où tout le monde ne peut pas se mettre, même à l'intérieur d'un même pays, au même niveau tout de suite, tout le monde ne peut pas appréhender les réalités dans lesquelles nous sommes. Vous savez, il y a de cela 14 ou 16 mois, quand moi je rentrais en prison, il n'y avait pas eu une seule attaque terroriste sur le territoire national. Vous avez vu ce que les attaques terroristes font ailleurs? Au Mali, ça a conduit à un double coup d'État. Au Sénégal, nous en sommes peut-être, au Burkina, nous en sommes peut-être au 3e coup d'État. En Guinée, ainsi de suite. Ça déconstruit progressivement l'Afrique, ça nous humilie, ça nous infantilise et ça nous arrière. Le développement, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Comme je l'ai dit, nous sommes condamnés à dériver si nous ne faisons rien, à nous laisser entraîner par les autres, à nous effacer. Qu'est-ce qu'on fait? Et nous qui avons, à mon avis, de par nos histoires personnelles, fait un choix, ce choix d'avoir chevillé au corps l'amour de notre pays. Nous voulons tout donner pour notre pays parce que nous sommes conscients que la question qui nous est posée, c'est celle de la transmission. Quel bénéfice est-ce que nous laissons à nos enfants demain? Dans quel pays vont-ils grandir? Moi, je veux que mon fils, mes enfants grandissent dans un pays où le dépassement de soi est possible. Dans un pays de fraternité, où les gens ne sont jugés que sur la base de leur mérite, de leur effort, et non sur la base de leur origine. Un pays qui soit numéro 1 en Afrique de l'Ouest, parce que sa géographie, son potentiel intellectuel, sa démographie et son patrimoine culturel le lui permettraient. Ce pays, c'est le Bénin. Comment j'y arrive? J'y arrive en adhérant à cette vision de grandeur que nous propose le bloc républicain. Et pour cette vision, il faut se battre. C'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas de dictature de développement. Du moins, si dictature il y a, c'est que le monde, l'état du monde aujourd'hui nous impose cette dictature. Si nous n'opérons pas les transformations structurelles nécessaires, qui sont nécessaires aujourd'hui à l'équilibre des rapports de force qu'il y a dans le monde, parce que le monde a adopté de nouveaux rapports de force. Et les pays qui n'arrivent pas à cette dimension sont déclassés, n'existent pas. Comment on y arrive?
Déjà, nous sommes dans une situation d'exaspération générale en Afrique. Nous sommes dans une situation de désillusion où le scepticisme de nos compatriotes à l'égard de la politique s'est accru. Nos handicaps économiques se sont décuplés. Ça voudrait dire que quoi? Nos dirigeants ont une lourde responsabilité, la lourde responsabilité de nous obliger à réussir. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau... De nous obliger à réussir. réussir. Dans cette dynamique que nous sommes. Jean-Jacques Rousseau disait, dans son contrat social, nous appelons liberté la stricte obéissance à la loi que nous nous sommes prescrites. Oui. Si quelqu'un ne veut pas obéir, nous allons le forcer à obéir. Parce que de notre obéissance dépend notre survie à tous. C'est pourquoi j'ai toujours dit que nos droits ne peuvent être garantis que par les devoirs de chacun d'entre nous. Nous avons tous des droits, mais et nos devoirs? Parce que nous sommes dans un pays, malheureusement, où on nous a habitués à ne réclamer que nos droits, à ne jamais faire attention à nos devoirs. Quels sont nos devoirs? Aujourd'hui, c'est les écouteurs à l'oreille, on marche, et on n'entend plus le cri de l'enfant qui pleure et qui appelle au secours à côté. Est-ce comme ça que les hommes vivent? Est-ce comme ça que notre société doit être? Voilà autant d'interrogations. Chacun de nous, et il est du rôle de nos dirigeants de nous montrer le chemin, de nous tracer le chemin et de nous amener à suivre ce chemin. Voilà. En parlant de projet de loi, il y a un autre projet de loi qui a cristallisé quelque peu l'attention de tous les observateurs et des populations. C'est ce projet de loi portant modification et complément du Code de procédure pénale en République du Bénin. Très concrètement, les quelques layons qui ont été ouverts en Conseil des ministres tendent à laisser une porte ouverte à la possibilité d'une suspension de peine pour des raisons sociales ou humanitaires. Écoutez, nous sommes au Bénin. C'est un pays si particulier que le président de la République reste pour beaucoup de Béninois le dernier recours lorsque tous les recours sont épuisés, surtout en matière de justice. Et dans un pays aussi politisé que le nôtre, où les clivages sont si marqués, où les tensions politiques sont si vives, il est important pour un président de la République qui dirige la République, qui dirige la nation, qui dirige l'État, de ne pas laisser la justice seule être le seul arbitre de nos tensions ou de nos difficultés politiques, par exemple. Parce que la justice, c'est dura laisse, c'est laisse. La loi est due, mais c'est la loi. C'est pourquoi on dit, je crois que j'ai cru entendre, et dans votre question aussi, que c'est pour des raisons sociales et humanitaires. La justice ne se préoccupe pas des raisons humanitaires ou des raisons sociales. Vous avez enfreint la loi et vous répondez. Il est de la responsabilité du président de la République, qui est l'élu de la nation, et qui, de par son élection, transcende en fait toutes les chapelles politiques, toutes les conceptions, d'avoir au moins cette marge de manœuvre pour, à un moment donné, sortir ceux qui sont dans le couloir de la prison. Vous savez, quand on a fait la prison, et quand on a fait la prison pour des raisons politiques, on peut comprendre l'importance de cette loi. Même si elle n'est pas Bon, quand on a fait la prison est importante, mais quand on a fait la prison pour des raisons politiques, oui. il n'est pas moins qu'on n'en est pas, parce que le glissement est vite arrivé. Non, je dis tenue politique. Non, parce que d'une manière ou d'une autre, Oui. le président de la République, c'est une fonction éminemment politique. Mais c'est une politique qui n'a pas de chapelle, c'est la politique de la nation, n'est-ce pas? Et à partir de cet instant, on ne peut pas dénier le droit au chef de l'État d'avoir des instruments politiques entre ses mains. Parce que tout ce qu'il fait est politique, tout ce qu'il aura fait est politique, la gestion de tout ce qu'il aura fait partira forcément d'une vision politique, d'une certaine idée de sa société. Et alors, donc, il est important qu'on lui concède aussi des manœuvres politiques pour pouvoir agir. Oui. Sinon, comment arrache-t-on du couloir de la prison des gens qui se retrouvent, qui peut-être ce n'est pas ce qu'ils ont voulu, qui n'ont pas fait ce choix délibéré, mais qui, dans l'exercice peut-être de leur fonction, qu'elle soit politique ou ailleurs, se retrouvent confrontés à la loi. Oui. La loi qui est sans pitié. Comment on les arrache? Lorsque des cas humanitaires se posent, comment on les arrache? J'ai vu beaucoup de personnes
être en prison, mourir en prison parce qu'ils sont malades et parce que pour les évacuer, il faut des autorisations judiciaires. J'ai vu beaucoup de personnalités être en prison et perdre un enfant, un père, une mère au dehors. Et je les ai vus dans l'impossibilité d'aller rendre un dernier hommage à leurs géniteurs. Donc on a vu beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est un outil important. Et puis, le président de la République, c'est pas n'importe qui. C'est celui à qui nous avons tous décidé d'aliéner à un moment donné nos droits en tant que individu. Oui. Mais attendez, avant d'aller plus loin, parce qu'il y a une question qui me brûle les lèvres, je piaffe de la poser. Vous l'avez évoqué tout à l'heure et j'ai envie de vous entendre là-dessus. Et rassurez-vous, ce n'est pas une question piège ou question colle. Vous avez dit, je suis allé en prison pour des raisons politiques. Est-ce qu'à un moment, à un autre, vous êtes considéré comme un détenu politique? Parce que pour le président de la République, pour le gouvernement, il n'y en a pas eu et il n'y a pas de détenu politique. Et là, vous avez évoqué tout à l'heure, vous êtes allé en prison pour des raisons politiques. Est-ce qu'à un moment, je vous pose la question, est-ce qu'à un moment, vous êtes considéré comme un détenu politique? Écoutez, que pour le gouvernement, il n'y a pas de détenus politiques, c'est un fait. Mais pour ceux qui se sont retrouvés là-bas, dans le cadre des élections présidentielles, parce qu'ils ont exprimé une sensibilité qui était divergente et qu'ils se retrouvent là-bas, ils se considèrent comme des gens détenus dans le cadre de leurs activités politiques ou de leurs actions politiques. Maintenant, que les idées, les propos ou les actes des uns et des autres ont pu encourager d'autres personnes à aller vers la violence, d'accord? Et qu'on leur oppose ce fait. Parce que qu'est-ce qui était opposé à la plupart des détenus? En tout cas, à ma connaissance, pour ce qui me concerne, c'est des propos qui auraient pu entraîner de la violence. Alors, on ne peut pas tenir le chef d'orchestre responsable de toutes les fausses notes de l'orchestre. Je ne suis pas responsable de la violence, et on ne peut pas non plus dire que ce sont mes propos, mais dans le jargon judiciaire, on a tout fait de dire vos propos ont incité à la violence. Vous minimisez quelque peu la responsabilité des hommes politiques. On parlait de responsabilité tout à l'heure. Un homme politique, un président de parti, donne des mots d'ordre. Et parfois, vous le savez très bien, vous avez de l'expérience du terrain, vous savez très bien que des populations, quelles qu'elles soient, peuvent prendre au mot ce que le leader dit. Pour ce qui est des discours et de la violence, oui. Je voudrais vous dire que, je le disais tantôt, nous sommes un peuple clivage, nous sommes un peuple où les tensions politiques sont si vives. Nous avons toujours été comme ça depuis l'origine, depuis notre histoire. Revisitez notre hymne national, vous y trouverez une prose batailleuse au sein de laquelle des gens sont prêts à verser du sang pour défendre la liberté et pour défendre ce qu'ils croient. Nous sommes un peuple de cette nature. Et dans un peuple de cette nature, il ne faut pas forcément attendre les discours des uns et des autres pour voir les gens qui sont en désespoir de cause agir. Il est toujours important que nous travaillions à cela, à ce qu'on sache que toutes nos divergences doivent être résolues par les dialogues, par le débat, parce que nous sommes dans un contexte où nos violences physiques, où nos frustrations exprimées ouvrent aujourd'hui des trappes aux forces extérieures pour nous détruire et nous détruire absolument. Ou du moins que les propos et les violences nous empêchent de nous rassembler quand vient le moment de se rassembler face à des adversaires qui sont plus forts et qui remettent en cause notre avenir économique et social. Voilà, je reviens à ce projet de loi. D'aucuns déjà fustigent, même avant de connaître l'intégralité du test, la teneur même du test, un instrument de plus aux mains du président de la République qui pourrait donner lieu à quelques arrangements entre amis. C'est curieux. Parce que les mêmes personnes qui agissent là, je les ai entendues dire que la justice n'était pas indépendante et qu'elle était aux ordres. Si tant était-il que la justice est aux ordres, je crois que ce ne sera pas les amis ou les partisans du président qui auraient à craindre d'aller devant la justice ou bien qui auraient à bénéficier de ce pouvoir qu'on est en train de donner au président de la République. Si la justice est vraiment sous ordre, oui, comme on le dit. Par le président de la République, je suis avis consultatif également du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, forcément, mais c'est d'abord une possibilité qu'il a. Oui. Vous savez, je pense, et c'est comme je le dis,
parfois dans notre pays, nous n'arrivons pas à analyser les contextes de façon objective. D'accord? Nous sommes toujours prêts à instrumentaliser les doutes, les suspicions qui peuvent animer nos compatriotes. D'accord? Mais cette instrumentalisation peut avoir des revers pour nous aussi, parce que personne n'est président de la République à vie. Il se peut que ceux qui ne soient pas d'accord aujourd'hui deviennent président de la République. J'ai toujours l'habitude de dire qu'on peut tout se permettre, on peut se permettre de formuler toutes les critiques, lorsqu'on ne se dit pas un seul instant que demain, on peut être à la place des autres et décider, ou on peut être dans une équipe qui sera appelée à prendre les mêmes décisions. Donc c'est facile de dire tout ce qu'ils font est mauvais, alors qu'on sait que demain, à la place, on ne fera pas la même chose. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il nous appartient en tant qu'acteurs politiques, et principalement nous qui sommes bloc républicain, d'éviter autant que possible à nos compatriotes et à notre pays de faire le saut de l'inconnu. Le saut de l'inconnu, c'est d'écouter ceux qui disent tout ce qui se fait est mauvais, nous ne ferons jamais ça, et de leur faire confiance, mais alors quand ils viendront, ils ne feront jamais autre chose, car ils viennent, c'est le même pays, c'est un contexte international qui est là, et ils ont besoin des mêmes leviers pour pouvoir gouverner, diriger et mettre en place un programme qui sorte le pays de l'ornière. Je voudrais, on en parlait tout à l'heure du droit de grève, je voudrais avoir un acteur politique de l'opposition qui me dira, quand je serai au pouvoir, je vais redonner le droit de grève à tout le monde, je permettrai au secteur de l'éducation de faire des grèves, je permettrai à la santé de faire des grèves quand ils veulent, je permettrai aux hydrocarbures, je permettrai au transport aérien, au maritime de faire des grèves. Comment il gouverne? Comment il dirige le pays dans ce contexte? Il ne le fera pas. Alors, si tout ce qui est fait aujourd'hui, on n'est pas sûr, on ne peut pas dire la main sur le cœur, on va le changer demain. Pourquoi critique-t-on absolument tout ça? Moi, je n'ai encore vu personne, parce que pour dire je vais le changer demain, il faut pouvoir dire qu'est-ce que je fais à la place. Nos critiques n'ont de valeur que si elles sont accompagnées de propositions. Vous dites, vous n'auriez pas dû restreindre les droits de grève. Ok, dans le contexte, vous dites, voilà ce que moi j'aurais fait. Comment? Vous avez entendu quelqu'un dire ça? Donc, on critique aujourd'hui des mesures qu'on n'est pas sûr de pouvoir mettre en place soi-même demain. Où on sait que dans les mêmes conditions, on ferait les mêmes choses. Mais on critique parce que justement, on veut juste être dans le fauteuil présidentiel, on veut le pouvoir pour le pouvoir, mais fondamentalement, on sait qu'on ne pourra rien changer, car il faut des leviers pour changer les choses. Voilà pourquoi je vous ai dit, pour être l'homme de la situation, il faut être l'homme de son époque. Et à une époque de crise, ce qu'il faut, ce n'est pas le rêve. Ce n'est pas faire rêver les gens. Ce n'est pas ça qui nous... C'est le pragmatisme, c'est le sang-froid et c'est la lucidité. Et je vous ai dit, diriger le Bénin dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est être constamment sur le front d'un monde périlleux. C'est un difficile arbitrage entre la volonté de faire le maximum pour chaque Béninois et l'impossibilité de faire toujours plus pour tous et à n'importe quel prix. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà. Revenons aux législatives. Vous parlez cette fois de l'opposition. On a l'impression, déjà, pour parler de votre camp, pas spécifiquement le bloc républicain, en observant un peu l'activisme effréné des partis de la mouvance, une fois qu'on a dit que ces élections seront des plus ouvertes, est-ce qu'il y a une crainte des partis de la mouvance présidentielle, vous ne pouvez répondre que pour le BR, de se frotter aux partis de l'opposition? Le BR n'a aucune crainte parce que le BR sait qu'elle porte un programme, des idées et des valeurs qui sont les plus adaptées au siècle de crise dans lequel nous sommes. Le BR sait que ces idées et ces valeurs, c'est ce qui permettront à nos populations de s'en sortir eux-mêmes dans leur quotidien, qui n'a pas besoin de courage aujourd'hui, qui n'a pas besoin de vérité, de lucidité dans sa relation personnelle avec ceux qui sont autour de lui, avec sa famille, avec son entreprise, qui n'a pas besoin de travail,
d'efforts, de sacrifices pour s'en sortir. Et puis qui ne croit pas à l'école, qui ne croit pas à l'éducation, qui ne croit pas à la famille, qui ne croit pas que ce soit par la culture qu'on va se porter, et qui n'a pas besoin d'être protégé, qui ne croit pas à l'autorité de l'État, qui ne sait pas que c'est avec une police bien formée, avec l'armée, avec la justice, une justice efficiente et efficace, que nous serons tous protégés, que chacun va se sentir libre. Qui ne croit pas à ça? Qui ne croit pas que ce n'est pas l'égalité des chances pour chacun et tous que nous pourrons réussir? Qui ne croit pas que ce n'est pas la liberté économique, ce n'est pas la créativité, que c'est cette créativité qui pourra faire éclore le génie qui sommeille en chacun d'entre nous pour que notre pays puisse réussir? Tous les Béninois croient cela. Il faut juste leur rappeler que le contexte dans lequel nous sommes oblige à aller au tréfonds de nous et à puiser ces valeurs qui ont toujours été le ciment de notre peuple, le ciment de notre nation, et que ce sont les mêmes valeurs que le Bloc républicain porte, et que ce sont les mêmes valeurs que le président de la République essaye de mettre en exergue chaque jour dans son action au quotidien. Donc, la bataille est devant nous, parce que nous sommes prêts, nous sommes décidés à aller... La FCBE vous taille des croupières aux prochaines législatives 2023. Vous pensez qu'on va redresser ce pays avec des postures? Vous pensez que c'est... Vous la réduisez à de simples postures? Non. Vous pensez que c'est en disant je suis démocrate? Vous pensez que c'est en disant je veux le droit de grève pour tout le monde qu'on va construire le pays dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec la mondialisation qui nous oblige à nous organiser, à nous réadapter, avec le terrorisme qui frappe à nos frontières? Vous pensez que c'est en disant je veux la liberté, je veux le droit de grève? Oui, bon, c'est pas trop facile de le réduire à de simples postures. Mais je vous rappelle que la FCBE, c'est 6 sièges aux dernières communales, des voix à la dernière présidentielle. Est-ce que vous ne faites pas une erreur en les réduisant à de simples postures? C'est parce que j'estime que le Bloc républicain n'a pas fait le travail efficace qu'il fallait d'explication, d'échange, de discussion. Et aujourd'hui, je crois que notre stratégie a changé. Nous échangeons avec nos compatriotes dans l'authenticité véritable que requiert la situation de notre pays. Nous leur expliquons et nous allons continuer à expliquer. Je crois que certains de nos compatriotes votent par dépit, votent parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux du monde, parce qu'ils ne comprennent pas la gouvernance actuelle, parce qu'ils ont l'impression d'être des victimes et non des bénéficiaires. Alors qu'en fin de compte, nous sommes tous bénéficiaires, parce que le Bénin ne nous aidera ses fils qu'à condition que le Bénin soit fort et juste. Pour que le Bénin soit fort, chacun de nous doit diminuer un peu de sa force pour laisser le Bénin. Vous savez, être républicain se résume à une seule phrase. C'est accepter que préexiste à sa propre identité une entité collective qu'on appelle le Bénin. Le Bénin n'est Bénin qu'à condition que chacun de nous accepte une entité collective qui préexiste à notre propre identité. On a beau mis dans tous les sens. Comment le Bénin protège-t-il ses enfants? Comment le Bénin donne-t-il des chances égales à tout le monde? Comment le Bénin règle-t-il la question de l'emploi? Comment le Bénin règle-t-il la question du pouvoir d'achat? Par la compétitivité de nos entreprises, par la productivité du secteur privé et du secteur public. Et qui parle de productivité parle de travail. Qui parle de travail parle de coût du travail et d'organisation du travail. Est-ce qu'on peut amoindrir les coûts du travail? Est-ce qu'on peut avoir du travail si on n'amoindrit pas les coûts du travail et si on n'organise pas le travail? Est-ce qu'on peut le faire? On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Donc, si le Bénin n'est pas fort, le Bénin ne peut pas aider ses enfants. Il faut que le Bénin soit fort. Oui, mais est-ce que vous avez l'impression que le Béninois lambda, ceux que vous allez devoir convaincre de voter pour vous le 8 janvier prochain, perçoivent les nuances que vous nous professez ce matin? Pour ceux qui sont chrétiens, il y a un passage de la Bible qui dit « On peut le périr faute de connaissance ». Oui, j'ai conscience que notre peuple fait des choix de contre-nature, des choix contre lui-même parce qu'il est ignorant par endroits. Et c'est là qu'en tant qu'acteur politique engagé dans le rassemblement et la modernisation de notre pays, c'est là que nous sommes tous interpellés. C'est là que nous avons des responsabilités plus grandes, car notre responsabilité dans le contexte actuel qui est le nôtre, c'est de mobiliser un grand nombre de Béninois, de ceux qui aiment le Bénin et qui veulent servir la République. Donc, il est de notre devoir, et c'est ce à quoi nous sommes
appeler, c'est sûr que nous devons tous être mobilisés dans les prochains jours, c'est d'expliquer à nos compatriotes d'où nous venons, où nous allons et quels sont les sacrifices et les efforts qui nous seront nécessaires pour aller à ce niveau. Vous savez, le mandat que les Béninois ont confié au président Patrice Talon en 2016 et qu'ils lui ont renouvelé en 2021, c'est un mandat clair. Réformer le Bénin pour lui permettre de relever ces défis. Le travail abattu jusqu'à présent est considérable. L'effort de réforme touche à l'essentiel. Aucun domaine n'a été épargné, que ce soit celui du travail, de la formation, de l'industrie, de l'agriculture et de l'environnement. Et toutes ces réformes, toutes ces actions répondent à un impératif, l'impératif de modernisation. La seule réponse crédible que notre pays puisse apporter aux questions que le monde nous pose, c'est la modernisation. C'est la modernisation. Alors, au lieu que d'avoir des partis politiques ou des acteurs politiques qui cherchent vainement à retenir pour notre pays, pour notre peuple, un passé qui déjà nous échappe. Car les signes d'effondrement du vieux monde sont déjà visibles. Les signes sont visibles. Terrorisme, mondialisation, crise sanitaire qui nous secoue, les guerres dans le monde, tout ça ont des répercussions sur nous. Vous imaginez, il y a eu une crise sanitaire, on dit que quelqu'un a mangé peut-être du pangolin en Chine et le monde est rentré dans une crise que nous n'avons pas prévue. Nous avons dû éjecter des milliards qui étaient destinés à autre chose pour nous protéger de cette crise qui est meurtrière et qui n'échappe à personne. Quand il y a eu crise, en ce temps, j'étais encore conseiller du ministre de la Communication, j'ai participé à la communication. J'ai vu les mesures de restriction qui ont été mises, avec des cordons sanitaires, impossibilité pour chacun de se déplacer comme il voulait. Pourquoi? On a dû restreindre nos libertés. Pourquoi? Parce qu'il faut vivre, parce qu'on veut se protéger, parce qu'on veut la vie. C'est comme ça, la guerre en Ukraine nous affecte. C'est comme ça, d'autres crises nous affectent. En 10 ans, nous avons connu quoi? Une dizaine de crises dans le monde. La crise des subprimes, la crise du rouble, la crise de l'euro, la crise de l'Inde. Toutes ces crises nous affectent. C'est le déplacement du barycentre économique. Dans ce monde... La troisième ou la quatrième fois, vous parliez de barycentre économique. Il va falloir quand même aller expliquer, traduire sur ce plateau en des termes beaucoup plus, parce que l'Ukraine, ils auront du mal à le pointer sur une carte. Donc, il va falloir, ça c'est la responsabilité de l'acteur politique. Comment vous arrivez à traduire cela? Il y a aujourd'hui que nous sommes confrontés à une certaine vérité des prix. À partir de ce 1er octobre, il y a 19 produits pour lesquels les valeurs ont changé. Parce que ces produits, nous ne les produisons pas. Oui, mais viennent d'ailleurs. Déjà, il y a un démenti du patron de la douane. Il n'y a pas de variation dans les frais de dédouanement pour ces produits. Après, pour les prix de vente, ce n'est pas la douane qui fixe les prix. Bien sûr. Voilà. Je ne parle pas tant des frais de dédouanement, je parle des prix de vente. Quand nos populations se plaignent du panier de la ménagère, de la cherté des denrées de produits, ces denrées nous viennent d'où? D'ailleurs. Est-ce que nous les produisons chez nous? Pas suffisamment. Nous ne les produisons pas suffisamment. Donc, voilà pourquoi est-ce que le panier de la ménagère prend un coup. Voilà pourquoi nous avons des difficultés à nous approvisionner. Et quand nos femmes dans les marchés mettent leurs produits sur le marché, pourquoi n'arrivent-ils pas à vendre? Parce que nous sommes dans une situation d'inflation généralisée. Ça, il faut pouvoir expliquer à nos compatriotes pour qu'ils comprennent. Et ici, nous parlons à nos compatriotes, mais déjà dans le terrain, sur le terrain, il y a des gens qui font des relais et qui leur expliquent. Parce que s'ils ne comprennent pas, ils vont toujours faire des choix sur la base de mensonges, que les autres viennent leur distiller. Et c'est ce que j'appelais instrumentaliser les angoisses, les doutes et les colères de nos compatriotes. Tout comme si, quand ils seront là, ils feront mieux. Ils ne feront pas mieux, parce qu'ils seront confrontés aux réalités du monde. Vous savez, aujourd'hui, c'est le monde qui dicte notre politique économique, notre politique sociale. Et même nos institutions républicaines fonctionnent par rapport à ce qui se passe ailleurs. Oui, bon, nous avons une marge de manœuvre quand même. Nous avons des degrés de liberté. Oui, nous avons des choix à faire. Et vous n'avez aucun degré de liberté quand vous ne pesez pas économiquement et quand vous ne pesez pas militairement.
C'est pour ça que je vous ai dit que c'est important de répondre aux mutations structurelles qui caractérisent les nouveaux rapports de force économique dans le monde. Si nous n'opérons pas les réformes pour répondre à ces mutations, nous n'aurons aucune marge de manœuvre. C'est une réalité. Est-ce qu'on peut aujourd'hui continuer de gouverner notre pays sans tenir compte de ce qui se passe ailleurs? Si on avait pour notre budget de santé 1 milliard, il faut maintenant prévoir 5 milliards. Alors quand on met 5 milliards dans la santé, vous voyez déjà qu'on a déjà fait des coupes sombres ailleurs, parce que nous ne sommes pas un pays riche. C'est pour ça que je dis que la situation de notre pays nous oblige à plus de discipline budgétaire. Il faut que nos compatriotes comprennent. Vous avez raison, il faut qu'on leur explique. Et c'est le travail que nous avions engagé, à l'abri des caméras et des micros, sinon il n'y aurait aucune authenticité à nos échanges avec nos compatriotes. Et de toutes les manières, ce qui est sollicité, c'est leur intelligence et leur grande dame, qui est sollicité pour arbitrer le débat public national. Je fais confiance à l'intelligence et à la grandeur d'âme de nos compatriotes pour savoir apprécier où se trouvent ceux qui se battent pour eux, pour leur avenir. Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est l'avenir. Ce n'est pas le passé qui compte. Le passé, c'est derrière nous. Les partis politiques qui sont encore accoutés sur le passé sont morts, sont finis. C'est l'avenir. Et l'avenir, c'est le monde tel qu'il est. Nous sommes des patriotes au Bloc républicain. Nous voulons construire notre pays parce que nous sommes patriotes. Mais nous avons les yeux grands ouverts sur le monde d'aujourd'hui, ce qu'il nous dit, sur ce qu'il nous exprime. Et nous ne pourrions pas nous départir de ce que le monde nous dit pour construire notre pays. Pour construire notre pays, nous sommes dans un environnement. Nous sommes en Afrique, par exemple. 1,3 milliard d'habitants. Environ 5% de la population. 18% de la population mondiale et environ un cinquième de la population mondiale. Et nous ne pesons pas davantage. Nous avons intérêt à travailler. Nous avons intérêt à être ensemble. Nous avons intérêt à comprendre les réalités du monde pour savoir où nous allons. Sinon, nous irons dans le décor. Il est de notre responsabilité, et peut-être un peu de votre aussi, vous aussi acteurs de journalistes qui avez un pouvoir, celui d'être un vecteur de transmission, un canal des véritables idées. Il faut que vous jaugiez tous les acteurs politiques, qu'est-ce qu'ils proposent et qu'est-ce qu'ils disent, et que vous aidiez aussi nos compatriotes à faire la part des choses. C'est important. Non, je ne vous dis pas de faire le travail, mais aidez aussi nos compatriotes, pas vos chroniques, pas vos analyses, sur les réalités de ce qui se passe ici et ailleurs. Ça va édifier nos compatriotes aussi. Je vous fais confiance pour cela. Merci pour cette confiance, j'espère, non feinte. Visiblement, il n'y a plus grand frein pour que voilà, les partis qui le souhaitent puissent y participer. Donc, comment vous appréhendez le législatif de 2023 de façon globale? De façon générale, les élections ont toujours été ouvertes dans notre pays, à part la parenthèse de 2019, malheureuse, qui fut d'ailleurs très malheureuse parce que beaucoup de partis politiques alors n'étaient pas arrivés à se conformer aux nouvelles dispositions. Bon. Donc, je crois que les élections ouvertes, nous sommes habitués à ça depuis pratiquement 91 et nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Maintenant, je crois que, comme je l'ai dit, les élections en 2023 sont des élections très déterminantes. Parce que, comme vous le voyez, nous sommes à la fin du premier quart de siècle. Et à la fin de ce premier quart de siècle, les défis de notre pays sont énormes. Et il n'y a pas de gouvernance sans l'Assemblée nationale. Les lois qui gouvernent le pays sont votées à l'Assemblée nationale, le contrôle de l'action du gouvernement et le vote du budget de l'État. Ça veut dire que les députés ont une lourde responsabilité dans ce que sera le Bénin à la fin de ce quart de siècle et dans les perspectives que nous allons donner au Bénin à partir de 2026. Et donc, c'est des élections qui sont très importantes. Et ces élections vont déterminer ce que j'appelle les lignes de force béninoises. Pour 2026. À partir de 2026. Du vote du budget et pour le reste. Tout ça, et le contrôle de l'action du gouvernement, tout ça. Il y a rien de nouveau sous le soleil de ce côté-là, mais bon, politiquement... Mais politiquement, c'est très important parce que des lois qui vont être votées, parce que nous sommes dans un contexte où il faut sans cesse adapter et réadapter notre pays, notre société au monde tel qu'il est aujourd'hui. À partir de cet instant, nous devons compter sur des députés qui soient clairvoyants, des députés qui ont un sens de patriotisme,
des députés qui soient ouverts sur le monde tel qu'il est et qui veulent vraiment que notre pays s'en sorte, que notre pays soit expansif et s'extériorise, qui veulent la grandeur pour notre pays. Et donc, le défi est énorme, et le défi est surtout énorme pour nos populations. C'est pourquoi je pense que ce qui est sollicité cette fois-ci chez nos compatriotes, c'est leur intelligence, c'est leur sagesse et leur grandeur d'âme. Ce n'est pas la proximité du langage ou l'ethnie qui sera sollicitée. C'est le monde, c'est leur avenir, c'est nos enfants qui seront au cœur, à mon avis, de ces élections législatives qui sont très importantes. Voilà. Nous allons parler rapidement de l'international avec, on ne peut pas ne pas en parler, avec ce qui se passe du côté de Ouagadougou. Vendredi soir, on a eu l'officialisation d'un deuxième coup d'État, après celui de janvier 2022. Peut-être aujourd'hui, depuis hier samedi, il est question d'affrontement au Burkina. Peut-être assisterons-nous à un renversement de la vous inspire ce qui se passe du côté de ce pays, le Burkina Faso. D'abord, c'est une situation très malheureuse ce que vit le peuple burkinabé, parce que c'est un peuple ami, c'est un peuple frère. Mais tout ça est dû à quoi? Au contexte international dont je parlais. Tout ça est dû au terrorisme qui nous affecte et qui affecte notre quotidien, et c'est l'incapacité de nos États africains à se rassembler pour lutter de façon efficace et efficiente. Peut-être les responsabilités de certains acteurs? Oui, forcément, parce que quand on n'arrive pas à se rassembler autour d'un chef, quand on ne comprend pas les enjeux du monde, quand on ne voit pas les menaces extérieures de la même façon, quand on les minimise, on peut ne pas prendre la mesure des choses, et ça remet en cause quoi? Toute la démocratie. Lorsque les militaires rentrent dans la danse, lorsque les militaires prennent le pouvoir, ça remet en cause tout. Là, il y a véritablement restriction de liberté économique, parce que quand ça arrive, les écoles sont fermées pour un temps, les enfants sont à la maison, l'activité économique est au ralenti, la société ne tourne pas, sans oublier les sanctions qui viennent de la communauté régionale. Tout ça arrière le pays. Alors, quand on sait qu'on a des défis énormes à relever, c'est des situations qui sont à redouter. Voilà pourquoi la seule solution crédible à ces défis reste le rassemblement. Le rassemblement, parce que seul le rassemblement nous permet d'avoir une vision commune, au-delà de nos divergences internes. Le rassemblement, parce que sans nation, s'il n'y a plus de sécurité aux frontières, il n'y a pas de nation. S'il n'y a plus de nation, il n'y a pas de liberté. Il n'y a rien. Dans les zones qui sont occupées, qui sont perdues, dans les zones sur lesquelles l'État n'a plus de contrôle, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de société. Alors, les acteurs politiques doivent avoir conscience que l'ennemi est assez fort. Et quand l'ennemi est assez fort et que l'ennemi est dans nos frontières, il faut faire très attention. Sinon, on va passer le temps en coup d'État, parce que des équipes viendront, d'autres ne seront pas d'accord. Parce que les gens viennent surtout quand ils se disent « je peux mieux faire ». Mais ils se rendent compte que les leviers ne leur permettent pas de mieux faire. Et donc, quand ils veulent tous les leviers, on a beau faire de les taxer de dictateurs parce que nous avons végété dans de la facilité et pour nous en sortir, c'est très compliqué. Donc, ils ne peuvent pas, ils sont contraints à la résignation. Alors, d'autres se lèvent et d'autres viennent. Donc, si nous ne savons pas faire, nous sommes en train de rentrer en Afrique de l'Ouest dans un cycle de coups d'État qui risque de ne pas finir parce que quand on voit les difficultés économiques de nos États couplées aux problèmes sécuritaires, alors là, nous avons le cocktail Molotov pour remettre en cause toute la démocratie. En fait, ce qui remet en cause la démocratie que certains de nos compatriotes ont à la bouche, en fait, c'est pas l'intérieur, c'est l'extérieur aujourd'hui qui remet en cause tout ça. Voilà pourquoi la situation au Burkina... C'est pas un peu trop facile de mettre tout sur le dos de l'extérieur? Je suis d'accord que la conjoncture internationale ne justifie pas tout. Oui. Mais la conjoncture internationale... Et quand on y prend garde, on tient de fausses postures. Et c'est dans les fausses manœuvres que l'on tombe dans le décor. Je prie pour que le Burkina retrouve vite sa stabilité institutionnelle, républicaine et démocratique. Et je prie aussi pour que dans notre pays, nous trouvions au sein
de nos propres valeurs, des valeurs qui font le ciment de notre nation et de notre peuple, les ressources nécessaires pour endiguer ces forces qui sont aussi déjà à nos frontières. Oui, justement, parce qu'en parlant, j'ai posé la question à Dessin, en parlant du Burkina, de cette situation, on va dire, quelque peu chaotique du côté de Ouagadougou. On sait évidemment qu'on partage des foyers de tension avec ce pays, à la latitude du parc de la Pendjari. On sait tout ce qui est arrivé. Est-ce que du coup, ça ne nous met pas quelque peu en difficulté, ce qui se passe de l'autre côté? Forcément, lorsque la case du voisin brûle, vous ne pourrez pas dire ça ne me concerne pas, parce que ça a tout fait de venir chez vous en une fraction de seconde. Donc la situation du Burkina mérite que nous y prêtions attention. Mais il faut d'abord savoir quelles sont les causes de cette situation. Qu'est-ce qui a poussé à cet état de choses? Et qu'est-ce qui a poussé à ce deuxième coup d'État? Et qu'est-ce qui pousse aujourd'hui à des affrontements entre factions d'une même armée? Ça voudrait dire, c'est l'incapacité de la classe politique, des acteurs politiques, à régler... Les acteurs politiques, bon, les militaires sont au pouvoir depuis 8 mois. Oui, mais quels sont les leviers? Puisqu'ils ont considéré que les acteurs politiques n'étaient pas la solution à la question. Est-ce que les militaires sont préparés pour le pouvoir? Les militaires viennent au pouvoir lorsqu'il y a défaillance au niveau de la classe politique. Justement, j'insiste là-dessus parce que, à l'occasion de ce coup d'État de janvier 2022, beaucoup d'intellectuels africains ont prêté le flanc, ont tenté de justifier quelque peu cette intrusion du militaire dans le civil parce que manifestement il y avait une panne de la démocratie, les civils avaient échoué. Aujourd'hui, 8 mois après, on se rend compte que ce n'est peut-être pas une bonne idée que cela, que les militaires prennent le lead. On fait tout souvent de voir les militaires comme un secours dans l'échec des civils à s'entendre sur l'essentiel. Vous savez, quand l'essentiel est en jeu, il faut toujours s'entendre, c'est très important. Il faut toujours aider son pays, quelles que soient les divergences d'opinion que l'on a. Parce que si le pays ne tient pas, il n'y a plus d'opinion à défendre. Donc, je crois qu'on a pu penser que les militaires pourraient réussir, mais tout porte à croire que les militaires aussi ont des difficultés à réussir. Alors, cela veut dire quoi? Que la réponse n'est pas forcément du côté des militaires, mais elle est du côté des acteurs politiques. Parce que les acteurs politiques ont une grande influence sur le peuple. Les militaires n'ont pas d'influence sur le peuple, n'ont pas d'influence sur des portions de population. Mais les acteurs politiques, si, parce qu'ils sont rodés, parce qu'ils sont issus des régions, parce qu'ils ont des groupes politiques qui parlent. Et donc, moi, je pense que la difficulté des militaires réside aussi là. Vous savez qu'avec les armes, c'est vrai, on peut soumettre les gens, mais avec les armes, on ne peut pas toujours forcer les gens à se mettre ensemble, à se rassembler pour défendre un idéal national. Et donc, je crois que c'est la faiblesse des militaires. On peut soumettre les gens, mais on ne peut pas les motiver par les armes. Alors, par contre, au niveau des acteurs politiques, les armes dont on dispose, c'est le discours, c'est les idées, c'est les valeurs. Et si on proclame les idées, comme je l'ai dit d'entrée, il y a de la démagogie, il y a du populisme dans le discours de certains acteurs politiques en Afrique et le Bénin n'échappe pas à cela. Et c'est ça qui met en réalité nos États en lambeaux et en difficulté. Donc il est important que nous puissions travailler à cela, que chacun surveille aujourd'hui son langage, parce que ça n'est pas une personne, ces crises. Aujourd'hui, le pays est au ralenti, sur tous les plans, et forcément, ça a des conséquences néfastes sur le Burkina Faso. Je souhaite que cela nous serve d'exemple pour que nous puissions éviter que ces choses-là ne se produisent sur notre territoire. Voilà. On parlait pour revenir à notre pays, on parlait tout à l'heure pour décrire cette situation au Burkina Faso, en tout cas de cette fracture qu'il y a eu, qu'on peut observer entre les populations et les leaders politiques, un certain désenchantement de la démocratie. On parle d'élections législatives dans quelques temps. On sait aussi que si on s'en remet aux derniers jours électorales, que bon, les populations, quelque peu, il y a comme un vent de dépit de ces populations quant à la politique. Comment vous comptez, je vais le dire de façon prosaïque, mobiliser la masse pour que, voilà, qu'elle puisse aller faire leur devoir de citoyen. Déjà qu'elle traîne les pieds pour aller regarder les listes affichées.
Oui. Comme je vous l'ai dit, c'est le langage de vérité du Bloc républicain. On note une certaine défiance de nos populations à l'égard de la classe politique en Comment général. l'expliquer? Oui, on peut l'expliquer par le fait que les populations ne se reconnaissent plus dans les partis politiques, dans le jeu des partis politiques. C'est une situation qui nous amène à nous éloigner du jeu politique classique, du jeu partisan classique de notre pays. Parce que les partis n'arrivent plus à les rassembler. Parce qu'ils ne se reconnaissent plus à travers les partis politiques, ils n'ont plus l'impression qu'on les défend. Parce qu'ils ne comprennent pas le langage aujourd'hui des partis politiques, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'on ne leur explique pas, parce qu'on ne leur parle pas. Voilà pourquoi je pense que le seul parti qui se veut être parti de gouvernement, c'est le parti qui propose de rassembler. Parce que pour rassembler, il faut rassembler autour des valeurs, il faut rassembler autour des idées, il faut rassembler autour d'un idéal. Et l'idéal qui a caractérisé notre nation, qui est en fait sur le ciment, c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est la fraternité, c'est la justice, c'est le travail. Oui. Les Béninois demandent quelque chose. Ils ont une demande d'unité autour d'un destin commun. Ils veulent savoir que nous avons un objectif commun à atteindre, quelles que soient nos divergences, les chemins, mais nous avons un objectif commun. Donc, on ne va pas détruire l'objectif. Ils demandent la liberté. Ils ont une quête permanente de liberté. Mais qu'est-ce que c'est que cette liberté qu'ils demandent? C'est pas de pouvoir dire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, sans en répondre. La liberté qu'ils demandent, c'est le travail. Pouvoir être libre et indépendant vis-à-vis de tiers. Pouvoir être utile à leur famille, à leur communauté et ensuite à leur peuple. Ils demandent ensuite la justice, qui est l'égalité des chances. Et c'est l'école qui nous offre ça. Ils veulent que tout le monde, nous soyons au même niveau, que nous ayons les mêmes possibilités. Après, les mérites, les efforts et les qualités de chacun feront la différence. Voilà aujourd'hui autour de ces choses. Et puis, dans cette vie qui est morose, dans cette situation, ils ont besoin qu'on leur rappelle qu'il leur faut du courage, qu'il leur faut être lucide, qu'il leur faut de la générosité, parce que seul le courage, la lucidité, la générosité nous permettra de lutter efficacement contre le venin de l'égoïsme qui est distillé aujourd'hui dans le monde. Parce que au moment où c'est plus difficile, chacun a tendance à se recroqueviller dans son coin, chacun a tendance à se dire moi d'abord et les autres après. Donc voilà autant de choses. Et les Béninois n'ont jamais cru autant à la famille. Il y a aujourd'hui un sentiment de chercher refuge dans la famille. Voilà pourquoi nous croyons à la famille. Voyons pourquoi nous croyons à notre culture. Parce que de plus en plus, on sent qu'il y a un besoin d'avoir une identité culturelle claire. Et lorsque le président Talon fait ériger des monuments à la gloire de nos ancêtres un peu partout, c'est pour nous rappeler d'où nous sommes venus, c'est pour nous rappeler que nous avons une identité et que c'est dans cette identité que nous devons grandir. Donc tout ça répond à une demande exprimée de façon silencieuse par notre peuple, parce que dans le contexte dans lequel nous sommes, par exemple, la culture, c'est non seulement un phare pour éclairer notre chemin, mais c'est aussi une muraille pour nous protéger des flots qui viennent de l'extérieur. Voilà, peut-être pour arriver à ce que vous souhaitez, peut-être qu'il va falloir assumer publiquement et de façon décomplexée le bilan de Patrice Talon. Parce qu'on a toujours eu l'impression que ce soit les partis de la mouvance jouent parfois à cache-cache, avec, surtout dans les moments difficiles, dans les lois ou dans les options du gouvernement qui ne font pas forcément consensus. On a parfois l'impression que les partis de la mouvance y vont à reculons. On se dit qu'il va falloir peut-être un jour que les partis assument de façon décomplexée le bilan de leur champion, on va dire. Le Bloc républicain, à mon humble avis, n'a pas à rougir du bilan. Pourquoi raserions-nous les murs? Parce que qu'est-ce que nous avions fait, c'est essayer, avec le président Patrice Talon, depuis le début, de donner une identité claire au Bénin. C'est essayer de faire passer le pays par des orages. Bien sûr, dans cette gouvernance, il a toujours préféré les routes de crête aux chemins de ronde, et forcément, ça fait que parfois, ça peut être incompris. Mais engager les réformes qui ont été engagées, des réformes qui étaient demandées dans notre pays depuis 30 ans pratiquement. Les engager dans le contexte extérieur qui est le nôtre, ce n'est pas le chemin
de la facilité, c'est celui du courage et de la lucidité. Je crois que les partis politiques n'ont pas enrougé, encore moins moi davantage, parce que quand on veut assumer le bilan, quand on ne veut pas assumer le bilan de quelqu'un, on n'adhère pas à un parti politique qui le soutient. On peut faire du pantouflage. Et la première fois où vous disiez que j'ai été appelé, je n'avais pas l'impression que je devais assumer le bilan de Patrice Talon, puisque je me réclamais de l'opposition constructive quand on m'avait appelé et je n'avais adhéré à aucun parti politique. Alors à un moment donné, quand j'estime que mon travail était terminé, je retourne chez moi, je n'assume pas un bilan. Mais aujourd'hui, c'est un bilan. Quand on adhère à quelque chose, on assume le passif et en même temps l'actif. Donc, je crois qu'on n'a pas à rougir en fait de ce bilan. Ce bilan doit être assumé et porté. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes peut-être encore à l'heure des commentateurs, mais viendra après le temps des historiens. Dans quelques années, et je suis sûr qu'ils pourront dire que Patrice Talon a été l'un des meilleurs présidents du Bénin parce que le contexte dans lequel il a agi, le siècle dans lequel il a gouverné, les réformes qu'il a portées, ce qu'il a essayé de faire répondent à l'impératif de modernisation qui se pose à tous les pays africains aujourd'hui pratiquement. Donc je pense que le Bloc républicain n'a pas à rougir, il ne rougit pas. Le Bloc républicain assumera le bilan du président Patrice Talon de façon claire, de façon nette, devant nos populations et expliquera chacune de ses actions. Voilà, nous allons finir sur ces mots, à moins que vous ayez un mot de fin. Oh, ce que je voudrais dire, si vous me le permettez, c'est m'adresser à une catégorie de notre jeunesse, à ces jeunes qui ont aujourd'hui entre 18, 22 ans et 25 ans. Ils constituent la première génération de notre pays en ce 21e siècle et dans quelques mois, ils seront appelés au vote pour faire un choix. Les votes n'ont pas commencé, je ne vais pas donner un message de vote, mais ce que je voudrais juste leur dire, c'est de se poser la question, comment faire pour que nous soyons fiers du Bénin? Quand on a leur âge, quand on a 22 ans, 23 ans, 18 ans et qu'on s'apprête à voter pour la première fois, il y a une seule question qu'il faut se poser. Dans ce 21e siècle qui est plein de bouleversements, comment faire pour être fier du Bénin? Oui, on va peut-être s'arrêter là pour ne pas tomber sous le coup de la loi, parce qu'on n'est pas encore en période électorale. Fred Frenou, merci beaucoup. C'est moi qui suis honoré de votre invitation. Merci de vous être prêté à l'exercice. Merci infiniment. Voilà. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, vous allez retrouver la revue de presse que nous allons nous retrouver pour le duel de dimanche. C'est politique.